Bonjour, bienvenue à cette table éditoriale. Mon nom est Brian Miles, je suis le directeur du Devoir. Je suis accompagné aujourd'hui de Jeanne Corriveau, notre journaliste aux affaires municipales. Et nous recevons Balarama Holness. Bonjour. Merci pour l'invitation. Ça nous fait plaisir. Bienvenue au Devoir. Sans plus tarder, Jeanne, je te cède la parole. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Je voulais commencer par ce que vous avez lancé en début de campagne, Oui. qui a été très controversé. La question de la cité État. Oui. Je voulais savoir, ça nous paraît un peu nébuleux, là. J'aimerais ça que vous m'expliquiez de quoi il s'agit exactement. Ouais. Donc, c'est vraiment un point économique. En ce moment, le PIB de la Ville de Montréal est 200 milliards. Ça, c'est un tiers du PIB du Québec. Le Grand Montréal, c'est encore plus, c'est un demi du PIB du Québec. Mais notre budget ici à Montréal est 6 milliards. Donc, un PIB de 200 milliards, un budget de 6 milliards. Le modèle d'affaires de la Ville de Montréal en ce moment, c'est vraiment les taxes foncières, les services. Notre budget est environ 6 milliards. Il nous faut plus de pouvoir, de taxes en particulier, pour s'assurer que nous gardons des pourcentages TPS-TVQ, vraiment de l'essor économique que nous avons. Quand M. Coder au plan dit qu'ils veulent regarder un pourcentage de TPS-TVQ, c'est un peu dans le même sens. Mais est-ce que Québec ou Ottawa va gratuitement donner un pourcentage? Je ne crois pas. Donc, il faut plus de pouvoir, plus d'indépendance, plus d'autonomie pour la Ville de Montréal, qui est vraiment dans un cadre juridique du 19e siècle, mais vraiment, on est dans le 21e siècle. Il faut faire des changements. Nous sommes beaucoup plus qu'une créature des provinces. Il faut, bien au-delà du statut de métropole, avoir plus de pouvoir pour Montréal. Est-ce que ça veut dire plus de compétences? Éclairez-nous, là. Est-ce que ça veut dire même jusqu'en éducation, en santé, jusqu'où ça va? C'est très bien dit. Donc, en ce moment, nous avons le BINAM, le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants, des nouveaux pouvoirs que Montréal a été donné, mais c'est pas assez. Donc, absolument vis-à-vis l'immigration. Nous recevons ici à Montréal la majorité des immigrants qui viennent au Québec. Donc, on doit avoir une décision à la table à cet égard-là. Au niveau de la santé, on a vu les CHLSD et tout, l'enjeu relatif à la pandémie, où est-ce que nos aînés se sont fait délaisser. Montréal doit avoir du pouvoir d'intervenir bien avant Québec ou bien avant Ottawa. Quand on pense au cursus, en ce moment, qu'est-ce qui est enseigné à Saguenay-Lac-Saint-Jean? C'est la même chose qu'ici à Montréal, parce que ça vient du provincial. Donc, est-ce que le cursus peut être modifié pour vraiment être en lien, en cohésion avec une démographique changeante ici à Montréal? Absolument. Et donc, quand on traverse tous les paliers, disons, de société, la Ville de Montréal doit avoir plus de pouvoir. Quand on pense aussi au logement, Valérie Plante a raison en disant qu'il faut attendre après Québec pour ces fonds-là. Et c'est pour ça que nous avons construit moins que 1200 logements, parce qu'il fallait attendre après Québec. Et donc, en ayant plus de pouvoir, nous pouvons financer nos projets. On ne doit pas attendre après Québec. Et c'est la même chose si on pense à la ligne bleue. C'est la même histoire. Nous n'avons pas assez de pouvoir. Le STM est limité. Et donc, c'est dans ce cadre-là pour vraiment faire en sorte que Montréal est une métropole, mais nous agissons vraiment des pouvoirs d'un village. Et ce que nous disons, c'est qu'il nous faut plus de pouvoir pour vraiment nous épanouir ici au Canada, mais vraiment à l'international. Est-ce qu'il faudrait que les autres grandes villes du Canada aient les mêmes pouvoirs à cet égard-là? Ils sont en train de discuter. Des villes autour du monde, notamment New York, est en train de parler de cela. Toronto, Vancouver, il y a d'autres grandes villes qui veulent avoir plus de pouvoir. Et je rappelle, c'est vraiment un cadre du 19e siècle. On est au 21e siècle, il y a des choses qui changent. La Constitution canadienne, si il s'ouvre, les municipalités doivent être à la table pour négocier. À un moment donné, la Constitution canadienne va s'ouvrir et les municipalités doivent être prêtes pour négocier plus de pouvoir, absolument. Bien voilà, c'était une de mes préoccupations. Là, vous êtes avocat, là, vos réformes, ça ouvre la Constitution, littéralement. Mais absolument. Puis je pense qu'il ne faut pas être gêné de penser à la réforme du cadre judiciaire des municipalités. Je crois que c'est inévitable. C'est inévitable qu'à un moment donné, que les villes vont devoir avoir plus de pouvoir. C'est certainement, en ce moment, à Montréal, ce que nous faisons, c'est nous rendons des services à la population.
Le développement, oui. Le gouvernement ne veut même pas, le gouvernement fédéral ne veut même pas rouvrir le débat constitutionnel pour la question autochtone, encore moins pour la reconnaissance de la nation québécoise et de notre caractère distinct. Qu'est-ce qui vous permet de croire qu'ils vont vouloir l'ouvrir pour les municipalités? Juste pour une petite correction, Simon Jolin Barrette a bien fait son travail, puis en ce moment, la Constitution canadienne va être changée, je crois, de l'article 35, pour s'assurer que le Québec est reconnu davantage comme nation. Et donc, j'applaudis Simon Jolin Barrette et le travail de l'Assemblée nationale pour modifier la Constitution canadienne en ce moment. De plus, nous avons utilisé la clause dérogatoire 2 fois, encore une fois, pour contourner la Constitution canadienne, une fois sur le projet de loi 96 en ce moment, l'autre fois sur la loi 21. Donc, nous modifions et nous contournons la Constitution canadienne quand même assez, comme un Google Doc, comme on dit, quand même très fréquent. OK. Donc, c'est pas tant au fédéral que vous allez faire des représentations qu'au niveau du gouvernement du Québec pour qu'il fasse la même chose pour les municipalités qu'il le fait avec la loi 96. C'est les deux paliers de gouvernement, les deux, mais c'est vraiment aussi avec Québec parce que nous, encore une fois, nous sommes une créature de Québec et... Mais vous pensez que Justin Trudeau, demain matin, est prêt à entendre un discours puis un débat sur l'ouverture de la Constitution pour les villes? C'est pas un peu... Justin Trudeau n'est pas dans l'équation en ce moment. L'équation, c'est est-ce que les Montréalais et Montréalaises vont avoir une décision intelligente sur le destin de la ville de Montréal? Donc, c'est la réflexion et l'introspection, c'est vraiment, est-ce que les Montréalais et Montréalaises ont un pouvoir de décider c'est quoi leur destin? Et dernièrement, dans une démocratie, c'est certain que nous pouvons parler de barrières judiciaires et de juridiction, mais dans une démocratie, s'il y a une ville qui dit ouvertement qu'ils veulent des changements, certainement, il n'y a pas d'obligation, mais dans une démocratie, Québec et Ottawa devront écouter la Ville de Montréal et je pense que ça, c'est tout à fait légitime. OK. C'est une démocratie. Non, je comprends ça, mais quand vous parlez de pouvoir, notamment dans le domaine de l'immigration, on sait que c'est une compétence où il y a des interventions à la fois du fédéral et du Québec. Donc, avoir des pouvoirs en immigration, ça touche nécessairement la relation de Montréal avec 2 paliers de gouvernement. Absolument. Le fédéral et le Québec. Et quand il y a eu la crise en Syrie, c'est Montréal qui a reçu le plus de réfugiés, le plus d'immigrants. Et c'est pour ça que M. Coderre a établi le BINAM, le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants. Et donc, les pouvoirs sont en train de s'accroître parce qu'on reconnaît que c'est les villes qui reçoivent dans cet exemple-là. Et donc, vous pensez que les gouvernements sont prêts à entendre une revendication de transfert des pouvoirs, de modification de l'ordre constitutionnel? Je pense autant Québec qu'Ottawa au profit de Montréal. Je crois que c'est inévitable, éventuellement. Les gens pourraient dire que Balarama est peut-être 10 ou 20 ans avant son temps. Ça, c'est une critique légitime que quelqu'un pourrait nous dire. On appelle ça un compliment. Quelqu'un qui est visionnaire, d'habitude, non pas une critique. Non, mais on va dire, éventuellement, Montréal ne peut pas survivre seulement avec les taxes foncières. Et à un moment donné, il faut avoir plus de pouvoir. C'est pas plus simple de demander un nouveau pacte fiscal? Puis des transferts de points de taxation supplémentaires à la place. Il me semble que ce serait peut-être un peu moins ambitieux, mais plus réaliste. Non, mais la générosité de Québec et Ottawa ne semble pas être réaliste. En ce moment, notre ancien maire, Tremblay, après 11 ans de gouvernance, il est revenu, il a dit ça, c'était l'enjeu numéro 1. Il fallait toujours aller demander à Québec et Tremblay a demandé pour des pourcentages. On en demande pour des pourcentages. Ça n'a jamais changé. Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Mais des pouvoirs pour la Ville de Montréal en tant que métropole. Mais il y a eu des transferts de points de pourcentage dans le dernier pacte fiscal. On a diversifié les sources de revenus municipales. Vous m'apprenez quelque chose de nouveau. En ce moment, le budget de 6 milliards est établi sur les taxes foncières, les taxes des commerçants et des services que la Ville rend. Si vous me dites en ce moment... on n'a pas rêvé, ça? Non, mais ça, écoutez, c'est quoi le pourcentage que vous dites? On va le retrouver, le pourcentage, mais il y a une part de pourcentage qui a été attribué. Sur la loi sur le 121,
pour le métropole, il y a eu des pouvoirs qui ont été accentués avec ce nouveau règlement du métropole. Mais ce n'est pas pour rien que durant l'élection fédérale, que M. Coderre a demandé à Ottawa pour un pourcentage de TPS, je crois. TPS, oui. Et donc, de dire que oui, on avait eu un 0,01 à un moment donné dans une loi, puis ça n'a pas changé le budget au final. Et donc, les municipalités en demandent. Valérie Plante, la mairesse, l'a demandé. Denis Coderre l'a demandé et nous le demandons aussi. Je voulais peut-être qu'on parle de votre autre proposition dont on a beaucoup parlé et qui fait beaucoup de controverses, le statut bilingue de la Ville de Montréal que vous souhaitez. Vous nous avez parlé d'une consultation avec l'OCPM et aussi, et peut-être à la suite de ça, si je comprends bien, la tenue d'un référendum à Montréal. Mais comment pouvez-vous dire que ça ne va pas rendre la situation du français encore plus précaire à Montréal? Oui. Donc, c'est important tout d'abord de mentionner que je valorise la langue française. Mouvement Montréal veut valoriser et protéger la langue française. De plus, je suis pour les petites entreprises, les moyennes entreprises, les grandes entreprises, les jeunes et toutes les Montréalais et Montréalaises qui ont des inquiétudes légitimes à propos du projet de loi 96. Et en ce moment, nous voulons simplement dire que les entreprises ainsi que les Montréalais et Montréalaises doivent pouvoir opérer dans les deux langues. Je vais être très honnête avec vous aujourd'hui. Si le projet de loi 96 n'a jamais vu le jour, certainement avec ce clause préemptive dérogatoire, nous n'aurions jamais annoncé cette politique-là. À un moment donné, il faut dire qu'on peut valoriser la langue française, on peut la protéger, on peut le promouvoir, tout en reconnaissant qu'on a des personnes qui vont opérer en anglais et l'un n'enlève pas l'autre. Mais si le gouvernement du Québec continue, à notre avis, d'empiéter sur les droits des minorités linguistiques, on va se lever. Mais se lever ne veut pas dire que nous voulons dévaloriser la langue française. Absolument pas. M. Holness, la Cour suprême a charcuté plusieurs dispositions de la loi 101 au fil des ans. Oui. La communauté anglophone du Québec et à plus forte raison de Montréal est parmi les mieux protégées dans le monde. Oui. Ils ont accès à leurs écoles, leurs commissions scolaires. Oui. Des municipalités qui peuvent garder un statut bilingue, même au-delà de la transformation démographique qui en font des villes qui ne sont même plus bilingues. Oui. Une représentation politique quand même toujours forte et constante dans les différents paliers de gouvernement. Expliquez-moi en quoi cette communauté est menacée quand elle évolue avec autant de protection et dans un environnement nord-américain où l'anglais est la lingua franca. Vous avez soulevé plusieurs points importants. Tout d'abord, les commissions scolaires anglophones, il y a eu un projet de loi pour l'abolir. Mais ça ne s'est pas fait. On a gardé le statut linguistique. On a essayé d'abolir la commission scolaire anglophone de Montréal. On a aboli les commissions scolaires francophones, on les a remplacées par un centre de service. Et quand on a vu qu'il y avait un droit linguistique garanti par les chartes pour la question de la minorité anglophone, on a conservé le statut de commission scolaire. Donc concrètement, ces commissions-là existent toujours aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes aux commissions scolaires d'anglophones, les parents, les étudiants qui ne sont pas d'accord avec le point que vous soulevez. Bien, il existe toujours, ces commissions scolaires-là. Ils ont essayé de... Ils sont là. Ils existent, mais ils ont dû se battre pour maintenir leur survie. Mais expliquez-moi en quoi le bilinguisme à Montréal amène une situation favorable pour le français, ou autrement dit, avez-vous des exemples où quand on a mis l'anglais et le français sur un pied d'égalité, le français est sorti grandi et gagnant dans l'histoire de notre merveilleux pays bilingue dans les deux langues secondes? Monsieur Miles, on est sur caméra aujourd'hui. Oui, totalement. J'ai établi que la langue française va toujours avoir priorité, va toujours être valorisée. Vous avez mentionné quelques arrondissements avec un statut bilingue. Donc, Pierrefonds, Roxborough a un statut bilingue. Si tu traverses une rue, tu descends la rue, tu arrives à la Chine, par exemple, maintenant, tu n'as plus le droit d'avoir des documents dans les deux langues. Et donc, ce que nous établissons,
c'est que si tu es dans un arrondissement et qu'il y a seulement 12 des anglophones, ils peuvent avoir leur service en anglais ou en français et ça n'enlève pas à la richesse et la protection de la langue française. Et donc, avoir des services dans les deux langues, pouvoir opérer dans les deux langues, n'enlève pas à la richesse de la langue française et le fait que nous valorisons la langue française. Et comme j'ai mentionné très clairement, sans le projet de loi 96, nous n'aurions jamais avancé cet enjeu-là. Et même M. Leblanc, du Chambre de commerce de Montréal, dit que les entreprises maintenant vont avoir des obstacles et il craint que des entrepreneurs étrangers ne veulent pas venir maintenant au Québec s'installer à cause de tout l'enjeu linguistique que le projet de loi 96 a mené. Vous savez, jusqu'à présent, le miracle économique qu'est Montréal n'a jamais été freiné par les débats linguistiques, là. Et Montréal est dans une situation enviable par rapport à d'autres métropoles nord-américaines. Je ne suis pas économiste, mais si vous analysez toutes les entreprises qui ont fait exodus de la ville de Montréal à cause de ces enjeux-là, c'est des milliards et des milliards. Puis avez-vous des exemples de ces entreprises qui ont fait l'exode, qui ont quitté Montréal? La Banque de Montréal. On parle des affaires de Mathusalem en 1976. Non, mais... À l'époque où on nous a fait le coup de la Brinks. Écoutez... Non, mais revenons à l'ère moderne, là. Vous aurez le droit de revenir en 76 si vous voulez, là, mais aujourd'hui, la réalité linguistique et politique du Québec a-t-elle entraîné exode d'entreprises au point où la relance économique et le dynamisme économique de Montréal sont en cause? Donc est-ce que vous parlez de la pandémie puis la relance économique? Je vais vous donner depuis le référendum de 95 jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on a assisté à des exodes d'entreprises en raison de nos méchantes lois linguistiques? Est-ce que vous pensez, sans les référendums, que l'économie du Québec et de Montréal serait le même? Moi, je répondrai pas aux questions, je vais les poser. Exactement. Ouais. Et donc, je crois que absolument, où sont les exodes d'entreprises? Prenons la période de 95 à aujourd'hui, plus courte ou plus longue, si vous souhaitez, mais donnez-moi des exemples d'exodes qui ne sont pas la Banque de Montréal en 76, là. Je crois pas que vous devrez diminuer un recul historique vis-à-vis les enjeux linguistiques et économiques. Ce que j'établis, c'est tout simplement que quand nous abordons ces enjeux-là, il y a des entreprises qui font exode. Et ce que j'ai mentionné très clairement, c'est qu'en ce moment, la Chambre de commerce, on parle d'une façon contemporaine, aujourd'hui, établit que le projet de loi 96 va être problématique pour des investisseurs étrangers. Et d'autre part, très clairement, mais votre solution... Montréal International fait un travail exceptionnel. 2,3 milliards d'investisseurs étrangers qui sont établis l'année passée. Exceptionnel. 50% vient de la France. Ça peut dire qu'il y a 50% de notre investissement qui peut être diversifié. La Chine, on en manque. L'Allemagne, on en manque. L'Australie, on en manque. Est-ce que les entreprises étrangères sont méfiants ou est-ce qu'ils se posent des questions de s'établir à Montréal? Nous croyons que le projet de loi 96 va dans cette direction-là, et c'est pas moi qui le dis, c'est M. Leblanc du Chambre de commerce. Et votre solution, donc, c'est de faire de la langue minoritaire, l'anglais, une langue qui a un droit de citer à part égale dans un statut bilingue. Parce que le bilinguisme met les langues sur un pied d'égalité. Pas de part égale. Ce que nous disons, c'est que toutes les entreprises vont pouvoir opérer dans les deux langues. Et si vous voulez avoir des services en tant que Montréalais et Montréalaises, tu peux les avoir dans les deux langues. Et ce que nous établissons, c'est que cela n'enlève pas à la langue de Molière, tout simplement. Et que la langue de Molière restera toujours supérieure. Et moi, en tant que francophone et anglophone, et tous les anglophones de Montréal, nous adorons la ville de Montréal, nous adorons le fait que c'est différent, c'est francophone. Et cette intersectionnalité, parfois, vous ne le comprenez pas, mais je suis né dans cette intersection-là. Ma mère est québécoise, mon père, c'est un immigrant des Caraïbes anglophones, et pour moi, c'est tout à fait naturel d'avoir cette diversité d'identité. Et c'est la réalité ici à Montréal. Mais, regardons, on a de la misère à comprendre comment on peut être à la fois unilingue français puis bilingue, et que ça fonctionne. Mais c'est ça que
nous ne comprenons pas, c'est que nous ne sommes pas unilingues. Montréal est une ville multilingue. Et on peut être une ville multilingue tout en reconnaissant que la langue de Molière est supérieure et la langue de Molière, c'est la colle entre tous les Montréalais et Montréalaises. Non. Ce qu'on a établi dès le début, c'est que nous allons envoyer ça à l'Office de consultation publique de la Ville de Montréal et ça serait à eux de décider c'est quoi la façon qu'on va utiliser l'anglais et le français dans le fabrique qui est la Ville de Montréal. Et je pense que c'est très clair. Ce sont les recommandations, à la lumière des recommandations que l'Office ferait. Exactement. Et donc, nous sommes dans une démocratie. Et puis, il y a aussi, là, le temps coule, il y a aussi le logement, puis il y a beaucoup de choses qu'on peut jaser. Juste pour conclure ce segment-là, oui. Tout ça vous amène à croire que le français va mieux s'emporter dans 10 ou 15 ans à Montréal avec le retour du bilinguisme. Je crois que en reconnaissant que Montréal est une ville multiculturelle et multilinguistique, on peut encore protéger la langue française de plusieurs façons, notamment... Ah, mais vous ne semblez pas être convaincu. En fait, je n'ai pas besoin d'être convaincu, mais on veut vous donner la chance de vous expliquer avec le plus de nuances possible. Vous faites des grands soupirs en mi-phrase, mais on peut continuer vis-à-vis logement ou Oui, on va parler d'autres choses, c'est certain. J'aimerais juste qu'on revienne, Jeanne, un pas de côté, là, mais sur la question de le statut de cité-État pour Montréal. Non, mais il y avait une question qu'on n'avait pas élucidée, mais bel et bien eu un transfert de 1 point de pourcentage de la TVQ en 2014. Et ce point de pourcentage-là représentait à l'ensemble du Québec 396 millions de dollars. Donc, on a diversifié l'assiette fiscale des municipalités, on a enlevé un peu la pression du foncier, puis on a ajouté cette question de TVQ. Donc, pour vous, ça, c'est pas suffisant? Non, absolument pas. Avec un budget de 6 milliards, puis un PIB de 200 milliards. Non. Juste une petite question concernant... Logement, économie... Ça s'en vient. Jeanne va s'occuper du plan, soyez pas inquiets. Oui, c'est ça. Quand même, votre idée de statut bilingue, vous l'avez quand même lancée autour. On s'est parlé la veille du 24 juin. Oui. Il n'y a pas quelque chose... Un peu de provocation là-dedans? Juste, nous avons tout ça. Comme vous savez, je vous ai lancé ça environ 5 jours à l'avance. Vous étiez en vacances. J'ai lancé ça à beaucoup d'autres journalistes bien avant, au mois de juin, puis il n'y a personne qui le prenait. Et je vais être très honnête avec vous, quand nous sortons notre plan économique, on n'avait aucune attention. Un plan environnemental, aucune attention. Et donc, à un moment donné, si les gens pensaient que j'allais me lancer contre Valérie Plante et Denis Coderre et juste prendre une sieste et leur laisser aller, absolument pas. Et donc, oui, nous avons pris des risques et nous allons mettre des idées vers l'avant pour se démarquer. Et ça, c'est clair. Mais aussi, il faut comprendre que quand vous regardez le parti de Mouvement Montréal, la diversité est intersectionnelle, c'est une réalité montréalaise qu'on ne voit pas dans les autres partis. Et à notre avis, c'est ça qui reflète la nouvelle génération de c'est quoi être québécois. C'est pour ça, hier, j'ai porté la cravate bleue en voulant dire que je suis québécois. Et ça, c'est la nouvelle génération de Québécois du 21e siècle. Et cette idée que... Il y a cette idée mythique, une norme mythique que être québécois, c'est t'es blanc et français. Et ce que nous disons, c'est que c'est pas la norme. Et qu'il y a de la diversité au sein de notre nation, de notre métropole. Et nous reflétons cette diversité-là. Et donc, c'est tout à fait naturel. Sauf que là, avec toutes ces controverses-là, il y a un sondage qui a été publié hier. Oui. Et les intentions de vote que vous avez ont diminué même depuis le vote, les sondages précédents. Donc, même la fusion avec Ralliement pour Montréal n'a pas créé une addition des intentions de vote. Comment? Est-ce que vous voyez un message là-dedans? Vous avez vu
le sondage. Tout le monde a diminué. Denis Coderre était, je pense, à 37, il est allé à 27. Valérie Plante, tout le monde, bien, regardez le sondage. Non, c'est avant et après à la répartition des votes. En ce moment, la personne qui a gagné dans cet sondage-là, c'était les non-décis. Et donc, pour nous, c'était ça le point. C'était, oui, tout le monde a descendu dans les trentaines, là, ils sont allés dans les vingtaines. Nous autres, on était à 10, là, on était à 5. Tout le monde a descendu. Mais qu'est-ce qui a monté? C'est les indécis. Et c'est pour ça que pour nous, c'était important d'être au débat hier. Puis nous allons voir c'est quoi les sondages qui approchent. Mais pour nous, c'est un signe que les Montréalais et Montréalaises ne sont pas satisfaits du bilan de la mairesse. Ils ne veulent pas retrouver Denis Coderre. Et donc, pour nous, on a tout à gagner. Il y a un tiers de la population qui sont encore indécis. C'est parce qu'avant la répartition des indécis, tout ça, ils sont... M. Coderre puis Mme Plante sont à 25 et 26 là, Oui. Mais vous avez vraiment diminué, même si vous avez fusionné avec, avec Ralliement pour Montréal. Je ne comprends pas comment, si Denis Coderre avait 35, puis là, il est allé à 25, comment que vous voyez ça comme une diminution? C'est une diminution, ça? C'est parce que vous ne prenez pas les mêmes chiffres, là. Oui, c'est ça, on Jeanne parle pas de la même chose. les chiffres avec répartition des indécis. Vous les prenez sans les indécis. Ah, donc vous enlevez les indécis de l'équation? Oui, c'est ça. Non, mais tu ne peux pas faire... Non, mais ça se fait régulièrement par les maisons de sondage. Oui, mais pour nous, c'est un peu trop créatif. Je veux dire pourquoi. Encore une fois, c'est parce que ça veut dire que... Imaginez, vous avez 4 ans de gouvernance à la Ville de Montréal et 27 des gens de la population sont indécis. L'autre, Denis Coderre, 4 ans de gouvernance, même plus, il revient et les gens disent « Nous ne voulons pas vous retrouver ». Et donc, pour nous, c'est un plus de dire 27 de la population, tout est dans le jeu en ce moment. Et donc, pour nous, c'est un positif. OK. Je voulais parler du financement du SPVM. On s'en est parlé. Je suis allée voir votre programme, celui auquel on avait accès, là, et vous parliez de prendre des sommes et de les transférer à d'autres services en santé, logement, oui. etc. Par contre, quand on s'est parlé, vous avez parlé d'une réorganisation au sein du SPVM pour mettre plus de ressources, mettons, dans la lutte aux gangs ou dans la lutte au trafic d'armes à feu. C'est quoi exactement votre plan en quelques mots? Là? Très clairement. Donc, numéro 1, parlons du structure du SPVM, excusez. Il faut aplanir le SPVM pour s'assurer que nous enlevons tous les cadres qui sont là, il faut en enlever. Il y a une grande divergence entre ce qui se passe sur le terrain et le chef de police. Et donc, il faut enlever un pourcentage important de cadres qui sont attéblatés. Et donc, juste ça, on peut sauver de l'argent. Encore une fois, en ce moment, le budget est de 800 millions. D'autre part, donc ça, c'est numéro 1. D'autre part, nous voyons une augmentation de crimes violents à Montréal. Et donc, comme ils ont fait à New York, il faut des agences spécifiques avec des connaissances accrues pour directement s'attaquer aux gangs de rue et la prolifération des armes à feu. Et donc, ça, c'est clair. Et donc, si, par exemple, vous avez 50 millions qui est dédié au cadre ou à un salle de tir, oui, comme on a eu, mais ça va être... Il va y avoir une réallocation pour combattre les gangs de rue, les armes à feu, etc. Donc, ça, c'est numéro 1. Vraiment très important. 40 de tout billet de contravention s'en va aux itinérants. Qu'est-ce que ça veut dire? Que il y a 40 de l'énergie que nous dépensons au sein du SPVM qui va policer la pauvreté. Et donc, pourquoi qu'on dit que c'est une réallocation? C'est que nous avons remédié le même enjeu. Mais au lieu de mettre 10, 15, 20 policiers pour intercepter les itinérants, qu'est-ce qu'on fait? C'est que nous construisons des maisons. On leur donne des trousses de survie, de l'aide de la santé mentale, etc., des intervenants pour s'assurer que
ces intervenants-là sont supportés et que les itinérants sont supportés. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une réallocation de fonds, parce que nous nous attaquons à la source du problème. Et si vous cherchez l'article qui dit que près de 40 des billets de contravention s'en va aux itinérants, c'est CBC qui l'a publié. D'autre part, et c'est très important, la jeunesse. En ce moment, on voit des jeunes avec des guns, 16, 17, 18 ans. Et pour moi, c'est un signe que c'est un échec sociétal du fait que ces jeunes ont des guns. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut davantage d'infrastructures de sport, loisirs, récréation. En ce moment, entre Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Montréal-Nord, Saint-Michel, Saint-Léonard, Anjou, 300 000 personnes, aucun centre sportif. Et donc, on se demande pourquoi que ces jeunes-là sont dans la rue, pourquoi ces jeunes-là sont en train de se joindre à des gangs. Mais il faut débloquer leur futur. Mais donc, est-ce qu'on coupe dans les budgets du SPVM pour mettre dans des infrastructures sportives, par exemple? Et ce que nous avons établi, non, mais c'est très clair. On dit que oui. Okay. En ce moment, imaginez, je le compare, disons, il y a une famine. Est-ce que tu vas mettre la police autour de la boulangerie, puis ça va te coûter 1 million, ou est-ce que tu achètes 1 million de morceaux de pain et tu donnes à manger à la population? C'est clair. Et donc, c'est important de comprendre qu'on ne peut pas toujours faire les mêmes erreurs. S'il y a 800, rapidement, s'il y a 800 millions de dollars qui s'en vont au SPVM, la mairesse a annoncé 3 millions pour des terrains de basket. Et donc, nous disons qu'il y a un décalage. Et donc, est-ce que nous pouvons avoir un SPVM fluide, rapide, avec des connaissances du terrain, qui habitent sur l'île de Montréal, qui combattent les gangs de rue pour 500 millions, 600 millions? Je crois que oui. Et donc, si on arrête de faire de la police via la pauvreté, via les itinérants, si on commence à assister la jeunesse à s'épanouir en société, c'est comme ça qu'on va résoudre nos problèmes. Et dernièrement, en conclusion, M. Coder est dans son gouvernement depuis près de 30 ans. Il fait toujours les mêmes erreurs. Il habite à Montréal-Nord. Il a gouverné à Montréal-Nord. Il n'y a encore pas de centre sportif à Montréal-Nord. Mais il continue d'investir dans la police pour remédier les enjeux de Montréal-Nord. Puis 30 ans plus tard, on est dans la même situation. Et donc, ce que j'établis, c'est que dans 30 ans, si on continue la même chose, on va être dans la même spot. Je vais avoir 75 ans, puis je vais dire, il faut investir dans les jeunes parce qu'il va y avoir des jeunes qui sont nés aujourd'hui, puis dans 20 ans, ils vont avoir des guns, puis on va dire, mais pourquoi qu'il y a un gun? Mais c'est parce qu'il n'y a pas de centre sportif, il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas de récréation, il n'y a pas de coach, il n'y a pas d'enseignants. Mais c'est pas ce qu'on appelle du définancement, justement? On reprend du budget du SPVM puis on le met dans d'autres services, là. Tu peux l'appeler, les gens peuvent l'appeler je pense que je l'ai très clairement expliqué. On peut l'appeler ce qu'on veut. L'enjeu, c'est une réallocation de fonds. Par exemple, nous avons coupé, la mairesse Plante a coupé 100 millions dans les infrastructures. Est-ce que quelqu'un a dit que la mairesse a définancé l'infrastructure? Non, il y a eu une réallocation. Moi, j'aimerais ça comprendre. Le budget de la police de Montréal, est-ce qu'il va diminuer, augmenter ou rester stable sous votre administration? Puis est-ce que le nombre de policiers à Montréal va rester stable, diminuer ou augmenter? Ça, c'est des façons très simples de répondre à la question. Très simple. Mais nous l'avons mentionné. Les 4000 policiers sur le terrain restent. Okay. Nous avons établi, c'est les cadres qui vont bouger. Est-ce que les cadres, leur salaire va être éliminé parce qu'ils ne sont plus là? Oui. Leur argent va aller où? Ça va aller aux enjeux dont nous avons abordé. Donc oui, le budget va diminuer. En ce moment, il y a des personnes qui font 300 000 $ par année qui sont atablettées au SPVM. J'aimerais qu'on revienne sur les sondages. Oui. Non, mais c'est parce que je m'avais perdu un peu. Puis là, je suis retourné. Écoutez, regardez. Avant répartition des indécis, dans le dernier sondage CROP, vous êtes à 5 Okay. Après répartition, vous êtes à 7 okay. Donc, vous êtes encore dans le plancher malgré la fusion avec Ralliement pour Montréal. Comment vous expliquez que l'addition de 2 formations donne non pas un plus, mais un moins? Je suis très content qu'on est sur caméra aujourd'hui. Okay?
quand vous interviewez Denis Coderre, je veux que 75 de la discussion est sur la 375e, puis la formule E. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Je veux que 75 de la conversation est sur la formule E, la 375e, et la mairesse Plante. Oh, mais Denis Coderre n'est pas ici aujourd'hui. On ne l'a pas interviewé encore. Est-ce que je peux faire une fleur? Et est-ce que Denis Coderre et, excuse-moi, Valérie Plante, ça va être la ligne rose pendant 75 du temps et le fait qu'elle n'a pas construit 12 000 logements sociaux et abordables, puis un autre 15 minutes sur le fait que sa définition d'abordabilité est moins 10 du taux du marché, quand abordable, c'est vraiment 30 de ton salaire avant les taxes. Et donc, si vous voulez m'entendre sur mes politiques d'environnement... Dans un premier temps, écoutez, vous avez une stratégie de fusion avec un parti. Vous avez voulu vous présenter dès le départ comme le candidat de la troisième voie. Oui. Vous avez rallié Marc-André Desjardins à Marc-Antoine. Marc-Antoine, pardon. Vous avez proposé une troisième voie qui s'est effondrée monumentalement. Comment vous expliquez que vous êtes encore dans le plancher avec les sondages après tous ces efforts pour proposer une troisième voie? Pour vous dire... C'est une question légitime à poser dans un débat à la mairie. Pour vous dire, honnêtement, c'est cette question-là de revenir, c'est un microcosme de quelques expériences de la mairie. C'est que nous n'abordons pas les enjeux. Ça fait presque 1 heure, puis on n'a même pas encore parlé de logement. On n'a pas parlé de l'environnement. Nous n'avons pas parlé d'économie. Nous n'avons pas parlé de... Si on est, ça fait 35 minutes, ça fait pas 1 heure, puis il nous reste beaucoup de temps, mais puis vous avez proposé une troisième voie, puis elle s'effondre. On veut que vous puissiez nous expliquer les leçons que vous tirez de ce mariage raté, puis comment vous expliquer que vous êtes encore dans la cave en matière d'appui populaire. Okay. Disons ça. Je ne suis pas analyste politique. Je vais laisser les analystes politiques gérer le sondage. Next question. Voilà pour la troisième voie. Alors, Jeanne. Oui, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu différent, mais OK. Oui. Parlons d'habitation. Merci. Parce qu'on pose quand même le même genre de questions aux gens qu'on rencontre. C'est quoi votre plan? J'étais allée jeter un coup d'œil à votre plateforme, celle qui est en ligne. Oui, oui. Je voulais savoir, c'est quoi les idées maîtresses pour gérer la crise du logement? Tout d'abord, pour nous, c'est au cœur de notre programme. Il y a 24 000 personnes qui sont sur la liste d'attente pour un logement social. Pour nous, qu'est-ce qui nous concerne, c'est que la Ville de Montréal a envoyé le règlement mix à l'OCPM et nous avons attendu 3 ans et demi avant de l'implanter. Donc, 20 logement social abordable familial. C'était important d'implanter ça en 2018. Au lieu de l'implanter immédiatement, nous l'avons envoyé à l'OCPM et la mairesse a dit en erreur hier que c'était obligatoire légalement de l'envoyer à l'OCPM. C'est faux. Et donc, nous voulons nous assurer que nous fermons la porte de sortie du règlement 2020-2020. En ce moment, un promoteur peut payer pour s'en sortir et Le Devoir, notamment, a publié un excellent article en disant que les frais que les promoteurs ont payés représentent seulement 1 des personnes sur la liste d'attente, qui veut dire que la punition, si on veut, de s'en sortir ne règle pas l'enjeu. Et donc, nous voulons très clairement fermer la porte de sortie, nous assurer que, il faut négocier certainement, que les villes d'émerger aussi adoptent ce règlement-là, parce qu'un promoteur va dire, je vais aller à Kirkland, à Dorval, à Pointe-Claire. Et donc, nous voulons nous assurer que les villes d'émerger ainsi que le Grand Montréal adoptent un règlement similaire et que le gouvernement du Québec encourage les municipalités autour du Québec d'adopter un règlement similaire pour s'assurer qu'on a vraiment un logement social abordable, familial. D'autre part, nous avons dit que nous voulons construire 24 000 logements et 30 000 logements abordables. Durant les 30 dernières années, nous avons arrêté de construire des logements abordables. Mais nous, notre définition d'abordabilité, c'est très clair, c'est 30 de ton revenu avant les taxes. La mairesse, elle dit que c'est 10 en dessous du taux du marché, mais imaginez, le marché immobilier est en feu. Et d'autre part, c'est très important, le dernier point, familial, il y a
28 000 personnes qui ont fait exodus de la ville de Montréal entre 2019 et 2020. 28 000 personnes. Et donc, pour plusieurs familles, ce n'est pas abordable habiter à Montréal. Et donc, pour nous, c'est critique que ces règlements-là, on ferme la porte de sortie, puis on garantit 2 ou 3 chambres, au moins minimum, dans un édifice de 2 à 3 chambres. Et juste, une petite anecdote. Pourquoi ça, c'est important? Là, c'est très politisé, mais pourquoi c'est important? J'ai une fille, elle a 2 ans. Elle va dans une garderie. La garderie, ils se font évincer du YMCA. Ils ont 2 ans pour trouver une autre place. Ils étaient supposés d'aller au former Munchausen Children's Hospital et le complexe mixte que la mairesse Plante voulait. On allait avoir une école, une garderie, des logements mixtes. C'est là où est-ce qu'ils étaient supposés d'y aller. En ce moment, c'est pas un établissement mixte, pas de garderie. Et là, on a une garderie avec 180 jeunes qui n'ont aucune place où aller. Et donc là, ils se cherchent où aller. Et donc, quand nous avons de la misère à adopter des politiques, comme la mairesse a fait, parce qu'elle a pris 3 ans et demi de l'implanter, ou si Denis Coderre revient en pouvoir, ça va être un danger énorme, parce que ça va avoir des impacts réels sur la vie des Montréalais et Montréalaises. En particulier, maintenant, il y a une pénurie de garderies à Montréal. On en recherche. Il faut s'assurer que quand nous construisons des projets, qu'on a des garderies en ce moment, littéralement, ma petite fille de 2 ans, elle se fait évincer. Elle a 2 ans, et tous les 180 jeunes se font évincer. Ils n'ont pas de place où aller, pas de garderie. Et donc, un métropole mixte, ce n'est pas juste des chiffres, parce qu'on vous a donné des chiffres, mais ça a un impact réel sur la vie des gens de tous les jours. Puis vous parlez des campements aussi. Vous dites, oui. Il ne faut pas les expulser, ces campeurs-là, tant qu'on n'a pas suffisamment de logements sociaux. C'est ça exactement? On les laisse camper un peu partout? Comment on fait ça? Non, mais ça, c'est très difficile. En ce moment, il y a eu des changements radicaux au STM qui, maintenant, ils s'en vont au accampement. Il y en a un juste tout récemment près de l'autoroute 20 où est-ce qu'on a des intervenants en ce moment qui leur assistent de faire une transition qui est juste. Et tout simplement aller dans des encampements, tout détruire, ça ne fonctionne pas. Et c'est très difficile parce que c'est des terrains parfois publics, parfois privés, et donc c'est complexe. En ce moment, je crois que c'est le ministre du Transport qui occupe les terrains en ce moment, où est-ce que les encampements... Il tolère en ce moment les encampements, mais on doit en faire plus, mais on ne peut pas tout simplement... C'est beaucoup plus complexe dire qu'on va juste tous les enlever puis le remettre dans la rue. C'est très complexe. Ce que les gens disent, que l'argent que ça nous a pris pour tout démanteler tout ça et tout déboulonner tout ça, on aurait pu le remettre dans des chambres. Et donc, ça, c'est des enjeux très, très complexes. Il n'y a personne qui a les solutions exactes. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que les 24 000 personnes qui attendent pour le logement social, ça, c'est la racine de l'enjeu. Il faut en construire plus. Mais vous avez raison, c'est pas simple, puis je vous êtes honnête avec vous, nous n'avons pas toutes les réponses parce que si tu les évinces de leur situation, ils s'en vont quelque part d'autre. Si tu les laisses, c'est un enjeu. Ils sont en train d'occuper un territoire qui n'est pas à eux. C'est un danger, salubrité, c'est pas facile. Hier, au débat, il était question de la STM. Vous avez parlé d'un problème de gouvernance. Oui. Vous avez parlé d'entreprises privées. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? Oui. Et donc, en ce moment, la façon que l'STM opère, leur modèle d'affaires, c'est que tu achètes une passe d'autobus, ça rentre dans leur guichet et c'est ça leur modèle d'affaires. Ce que nous disons, c'est qu'il faut travailler avec le secteur privé. Par exemple, si Desjardins est d'accord de dire que 33 ou 50 de mes employés, je vais payer pour leur passe annuelle et ils vont avoir un crédit qui va leur revenir du gouvernement fédéral et ou provincial. Et comme ça, on garantit que le STM va avoir les fonds dont ils ont de besoin. Imaginez, durant la pandémie, si on aurait ce modèle d'affaires-là, on aurait continué de procurer nos passes d'autobus. Qu'est-ce qui s'est passé? Que les gens ont arrêté de procurer des passes d'autobus parce que tout le monde était chez eux. On garantit la pérennité et la continuité d'un revenu important pour le STM. Et ce que le gouvernement il dit, c'est que les babines suivent les bottes
et ils remboursent ces passes-là et c'est un signe qu'ils sont sérieux au niveau de l'environnement et de vraiment avoir des carbone neutres, que ce soit, ils disent 2030, 2035, 2050, mais qu'on est certain et on est sûr que nous sommes sérieux au niveau des changements climatiques et nous sommes sérieux vis-à-vis le fait que nous voulons que les gens prennent le transport en commun. Et je pense que le secteur privé doit s'en mêler et je crois que le modèle d'affaires doit changer parce qu'en ce moment, c'est archaïque. Juste pour comprendre, proposer que le gouvernement rembourse la totalité de la carte ou donne un crédit d'impôt? Oui, c'est un crédit d'impôt, puis ça peut être 75 ça peut être 60 Il y a des économistes qui vont devoir veiller sur ça. De plus, c'est important de noter que nous avons aussi le fonds vert. Et le fonds vert, il y a des personnes, je n'ai pas de nom, mais Théo Taxi et autres, qui ont utilisé le fonds vert à leur bénéfice. Maintenant, c'est le fonds d'électrification et changement climatique. Est-ce que le STM peut avoir d'additionnel de fonds du fonds vert? Est-ce que Hydro-Québec, en ce moment, nous payons environ 30 millions à Hydro-Québec. Est-ce que Hydro-Québec peut être un partenaire important pour le STM? Imaginez, on a une dette de 62 millions. Au STM, imagine si Hydro-Québec décide de dire non, nous allons vous laisser avec le frais Électrification. Électrification, merci. Ouais. Nous allons vous laisser. Et donc, Hydro-Québec, le secteur privé, les gouvernements, si on est sérieux à propos des changements climatiques, ça doit être une affaire de tous. Est-ce que vous avez chiffré ce que ça peut représenter, ça, comme apport supplémentaire à la STM? Oui, donc, ce que nous avons établi, c'est que si on achète des passes d'autobus pour toute la population, ça, c'était je crois, c'est des chiffres qui datent de peut-être 3 ans, c'est 500 millions. Okay? 500 millions, gratuité pour tous. Et ça, je crois, ça fait un mandat que ces chiffres-là ont sorti. Et encore plus important, le MTQ, le ministre du Transport du Québec, a sorti une étude et ils ont établi que la pollution coûte plus de 1 milliard par année. Et donc, si on pense à comment vraiment sauver de l'argent, mais c'est vraiment un investissement en garantissant que les gens vont prendre l'autobus au lieu du transport, au lieu de leur auto. Et dernièrement, ce que les gens ne remarquent pas, c'est que quand tu te prends ta voiture, c'est pas gratuit pour les gens qui payent des taxes parce que c'est les réparations de route, c'est la pollution, c'est les personnes qui s'en vont à l'hôpital à cause des enjeux de poumons respiratoires. Et donc, si on peut s'assurer que les gens prennent plus le transport en commun et moins leur auto, nous avons sauvé de l'argent au fin du compte et au bout de la ligne. Vous avez aussi mentionné, vu qu'on est dans les transports, une licence, un permis peut-être pour les cyclistes, c'est ça? Vous estimez qu'il faudrait imposer de passer un permis? Oui, et comme vous allez voir dans notre programme hier, c'était tellement la cacophonie que j'ai pas pu dire toute la phrase, mais ce que nous établissons, c'est que si tu as un bicycle électrique qui fait plus de 30 km/h, il faut une licence. Et si vous voyez notre programme, il est là, très bien écrit, clairement. Et donc, je sais, après le débat, les gens disent « Ah, Balarama veut une licence pour tout bicycle. » Il y avait beaucoup de tomates qui se lançaient hier, mais pour être clair, ça, c'est dans notre programme, écrit noir sur blanc. C'est qu'en ce moment, les bicycles électriques s'en viennent. Et si j'ai un jeune de 15 ans, 16 ans qui fait 30 km/h sur une piste cyclable, sans casque, avec des écouteurs, qui brûlent des lumières rouges, c'est problématique. En ce moment, nous avons aussi beaucoup de personnes qui font de la livraison avec des bicycles, même des motos électriques sur les pistes cyclables, sans avoir une licence, sans de plaquettes. Et donc, pour moi, quand nous faisons la transition écologique, il faut s'assurer qu'on maintient la sécurité des gens dans la rue. Et pour moi, c'est clair que si tu peux faire au-delà de 30 km/h, il y a beaucoup de routes à Montréal en ce moment que le maximum en auto, c'est 30 km/h. Donc, imaginez sur une piste cyclable. Et donc, pour nous, ça, c'est vraiment le standard. Le 30 km/h,
un bicycle électrique, il faut avoir une licence ou au moins, au minimum, un permis ayant suivi un cours de Vélo Québec ou autre pour garantir. Est-ce qu'on va établir un autre SAAQ? Probablement pas. Est-ce que Vélo Québec et d'autres organismes peuvent venir pour avoir un permis et quand tu prends l'application Bixi, mais on sait que tu as ton permis ou tu as même pris ton cours? Je crois que c'est très raisonnable et merci pour la clarification. Donc, vous confieriez à Vélo-Québec le mandat de... Pas nécessairement à Vélo-Québec, mais par exemple, il peut y avoir des organismes qui sont des spécialistes au niveau de tout ce qui est rapport avec l'usage des bicycles. Et Bixi, qui fait un travail quand même excellent, qui est dans le secteur privé, pourrait travailler avec une institution, des organismes pour créer un cursus. Peut-être qu'il est donné par le municipal, mais le cursus, le cours serait créé avec des organismes. Ma maîtrise est en éducation et ma spécialité, c'est la création de cursus. Ça ne se fait pas à vase clos. Il y a plusieurs experts autour de la table et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient intervenir dans la création d'un cursus de c'est comment qu'on peut sécuritairement utiliser un vélo électrique qui fait plus de 30 km à l'heure. Et ça garantit que nos jeunes qui sont 13, 14, 15 ans, qui utilisent maintenant ces vélos électriques-là davantage, s'assurent qu'ils sont en sécurité. Pour ce qui est de la transition écologique, environnement, c'est quoi votre idée que vous voulez présenter aux lecteurs ou qui est la plus importante à vos yeux? Oui. Pour nous, pour moi, c'est très concernant. On a vu la pandémie a frappé plusieurs communautés, plusieurs arrondissements. Et qu'est-ce que nous avons noté? C'est que les disparités territoriales avaient des liens avec la mortalité dans la pandémie. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on manquait d'espace vert un peu partout dans les arrondissements défavorisés. L'Université de Québec à Montréal a publié des articles il y a 10-15 ans qui établissaient que les arrondissements défavorisés avaient, les gens qui y habitaient avaient une espérance de vie de près de 10 ans de moins. Et ce matin, dans la presse, on l'a mentionné encore, et certainement dans le devoir, je suis sûr, que la pandémie a frappé les gens dans des arrondissements défavorisés et le lien était logement, salubrité, environnement. Et quand nous pensons donc à la transition écologique, c'est de s'assurer que c'est vraiment juste et inclusif et tous les Montréalais et Montréalaises ont accès à des espaces verts, qui ont accès à un transport en commun qui est fluide, adapté et qui ont accès à l'économie verte et inclusive. Et parfois, quand nous parlons de transition écologique, on parle souvent de bornes. On va mettre 1000 bornes, 2000 bornes, 3000 bornes. Mais qui à Montréal peut se permettre un Tesla? Donc, pour nous, c'est important, ou une voiture électrique, point final. Pour nous, c'est important que quand nous parlons de transition écologique, que nous assurons que les gens au sous-sol de la société qui sont les plus marginalisés sont pris en considération. Et pour nous, à Mouvement Montréal, c'est vraiment les disparités territoriales qui sont trop sévères, qui sont trop grands. Et nous ne pouvons pas parler vraiment d'un quartier à l'échelle humaine si on a tellement de disparités territoriales. Et donc, pour nous, ça, c'est au cœur de notre plateforme. Juste pour vous donner un exemple très clair, en 2018, durant le îlot de chaleur, la vague de chaleur, 66 personnes décédées. La majorité des aînés, des gens marginalisés, des gens dans la pauvreté. Et donc, pour nous, c'est important d'avoir non seulement un plan de contingence quand il y a un vague de chaleur, mais nous assurer que les îlots de chaleur sont diminués avec des espaces verts, des arbres et tout ça. Et donc, notre transition écologique est adaptée vis-à-vis l'équité et prend tout le monde en considération. Et ça, c'est vraiment la base de notre plateforme d'environnement. Donc, un verdissement des secteurs qui en ont besoin. Exactement. En priorité. C'est ça votre idée principale. Oui, et donc nous appelons ça vraiment les disparités territoriales, qui veut dire qu'il y a des arrondissements avec peu d'espace vert. Par exemple, le Grand Parc de l'Ouest. On peut tous l'applaudir, mais ce n'est pas accessible. Il n'y a personne qui va y aller, il n'y a personne qui a été. Je ne sais pas si vous avez déjà été, mais je n'ai jamais été.
99,9 % de les Montréalais n'ont pas été. Et donc, nous parlons de micro-espaces verts éparpillés dans les quartiers pour s'assurer que tout le monde a accès à des espaces verts, en particulier durant des canicules ou durant une pandémie. 84 % des Montréalais et Montréalais ont dit qu'avoir des espaces verts durant la pandémie était critique. De plus, quand on parle de l'intégration des nouveaux arrivants, UQAM a fait une étude en disant que les espaces verts étaient critiques et importants à l'intégration. Pourquoi? C'est la socialisation, le loisir, la récréation. C'est des bonnes façons d'intégrer des nouveaux arrivants. Comment que tu limites l'intégration, la marginalisation, la ghettoisation, et tu limites les gens à s'insérer dans la société. Et donc, c'est vraiment intersectionnel, excusez, les avantages d'avoir des espaces verts. Je vais peut-être revenir sur la fusion avec oui, Ralliement pour Montréal, oui. Parce que j'ai oublié de vous demander. Vous m'avez dit que le départ de M. Desjardins, ça avait un impact minime. J'avoue que je trouve ça un petit peu surprenant que votre allié vous disiez après, bien, ça va avoir un impact minime s'il quitte. Ouais. C'est pas grave. Mais c'est juste honnête. Inconséquent. Okay. Inconséquent. Ça n'a pas été un gros mariage, cette troisième voie-là. Je vous explique, puis on est sur la caméra. Donc, c'est ça qui s'est passé. Là, on parle. On n'arrête pas de parler. Non, mais pour de vrai, là. Donc, il m'a approché. Il m'a dit que Denis Coderre lui a approché. Donc, j'ai un choix. Je reconnais que nos plateformes ne sont pas tout à fait congruentes, pour le dire gentiment. Si je dis non, il s'en va où? À Denis. Et ça aurait garanti, une victoire de Denis, et ça aurait garanti que j'aurais moins de candidats que j'avais de besoin pour rentrer aux chambres de commerce. La chambre de commerce me dit que j'avais besoin de 44 candidats. Je n'avais pas 44 candidats. Donc, la fusion me garantisait plus de 44 candidats. Là, j'en ai 70 et ça nous a mis dans une situation où est-ce qu'on pouvait vraiment être en compétition avec les deux grands, c'est un complément monstre politique, Denis et Valérie. De plus, on s'est dit, est-ce que c'est possible de briguer les deux solitudes? Anglais, français, si on veut mettre simple, noir, blanc. Lui voulait augmenter le budget de l'SPVM, je voulais le réalloquer. On avait deux visions différentes, mais on s'est dit, c'est ça Montréal. Vous n'allez pas toujours vous entendre sur tous les enjeux, mais est-ce qu'on peut se rallier et dire, on va combattre le statu quo, puis on va amener un changement? Et moi, en tant que chef, en tant que général du parti, j'établis que je vais prendre un risque parce que les chances que nous avons, vous l'avez mentionné, le sondage, vous avez raison, la montagne, c'est des Himalayas x3, donc je dois prendre des risques. Et en tant qu'athlète, en tant que coach, parfois, si le Canadien, qu'est-ce qui s'est passé avec Patrick Roy avant qu'il s'en aille aux Red Wings? Il perdait 8-1. À un moment donné, quand c'est 6-1, tu prends des risques, puis parfois, ça ne fonctionne pas. Mais parfois, ça peut fonctionner quand tu enlèves ton gardien. Et donc, pour nous, c'était important de prendre des risques pour mettre mes candidats dans la meilleure place pour gagner. Et dernièrement, qu'est-ce que ça a accompli au bout de la ligne? 70 candidats. Et c'est officiellement une course à 3. Il n'y avait aucun débat. Est-ce qu'on allait amener à TVA 4 personnes ou 3 personnes? Ce débat-là était fini. C'était une course à 3. Et hier, veut pas, nous avons établi qu'on est crédible. La différence, là, quand vous voyez dans les sondages, là, la différence, c'est quoi? Qui a le data, qui a l'argent? Je vous garantis que si on prenait 20 000 personnes de la Ville de Montréal, on les amenait au Centre Bell, puis on leur demandait toutes les questions au niveau politique et on les ferait voter, je te garantis qu'on aurait beaucoup plus que 5 %. Beaucoup plus que 5 %. La différence entre moi et la mairesse Plante et M. Coderre, c'est qu'ils ont du data
Projet Montréal va dépenser 1,2 million dans cette élection. Et donc, pour nous, j'ai 30 000 de levée. Est-ce que je vais prendre des risques pour aller avec ça? Bien oui, on va prendre des risques. Mais les programmes n'étaient pas compatibles. Les visions politiques ne l'étaient pas. Non, mais... Parce que ce que vous dites là, au fond, c'est j'ai pris un risque, je vais avoir un parti puis son opposition à l'intérieur d'une même formation. Non, mais nous avons, comme j'ai mentionné, nous avons essayé de briller, de faire un pont entre les deux solitudes. Nous avons, nous avons travaillé pour vraiment C'est vraiment un enjeu de solitude ou de vision différente de la politique? Non, nous avons légitimement essayé de connecter ces deux parties-là. Mais est-ce que le gouvernement, un gouvernement Holness ainsi que Desjardins aurait pu fonctionner à l'Hôtel de Ville? Je crois que oui. Parce qu'en ce moment, je vous donne un exemple très, très concret. Projet Montréal ont donné des pouvoirs policiers aux agents du STM. Okay? Il y a des gens au sein du parti qui ne sont pas d'accord avec ça, en privé. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Mais ils l'ont fait. Et donc, une fois quand tu es au pouvoir, tu négocies dans la Chambre, mais tu sors et tu es sur la même longueur d'ongle. Et donc, pour nous, si on aurait gagné avec Desjardins Holness, on aurait pu faire nos négociations et sortir publiquement ensemble. Donc, on aurait eu une opposition officielle puis une opposition dans le parti au pouvoir. Ça aurait été le fun au conseil, Jean. Mais écoute, Brian, Mr. Miles. Bon, tu peux m'appeler Brian. OK, excellent. Tu peux m'appeler Bala. OK. Tous mes amis m'appellent Bala. OK. À Projet Montréal, là, il y a 3 partis qui sont créés de Projet Montréal. Mouvement Montréal, j'étais au sein du parti. J'ai établi clairement que ça reflétait le racisme systémique et il y avait des enjeux importants au sein du parti, un comité exécutif homogène, je suis parti. Courage Montréal ont voté contre le budget de la mairesse, Sue Montgomery et beaucoup d'autres enjeux. Elle est partie. La mairesse de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, elle est partie. C'est pas le meilleur exemple en ville, là. Non, mais je vous donne... Non, mais... Son traitement des employés municipaux était lourdement horrible. problématique. Non, mais je vous explique, c'est qu'au sein des partis, M. Arsenault, qu'il est parti... Il y avait des tensions. Non, il a voté contre le budget. Mais il y avait beaucoup de tensions, mais l'enjeu, c'était le budget. Il l'a dit publiquement, vous pouvez aller vérifier. Mais tout ça pour dire qu'au sein... Et Rosanée Filato est partie. Elle est encore là. Non, mais elle ne revient pas. Non. Mais je ne vais pas vous dire pourquoi, c'est à vous de lui parler, mais tout ça pour dire qu'au sein d'un parti, et Mme Gosselin, on peut continuer, mais au sein du parti, il va toujours avoir des désaccords. Et donc ça, c'est tout à fait normal. Le fait que M. Desjardins et moi, si on aurait gagné, on aurait eu des désaccords, mais ça, c'est tout à fait normal au sein d'un parti politique. Bon, mais c'est tout le temps qu'on avait. OK. En conclusion, je ne peux pas m'empêcher de renvoyer Patrick Roy à l'Avalanche et non pas aux Red Wings. Non. Il a perdu contre les Red Wings. Ah, OK. Voilà. Non, il a perdu contre les Red Wings. Ben, votre mémoire est meilleure que la mienne. Il a fait ça. C'est à cause de Tremblay. Okay. Tremblay l'a renvoyé. Il a donné les 2 yeux à Tremblay. Là, il est allé gagner rigueur. Ben oui, 2 Coupes Stanley. À l'Avalanche. À l'Avalanche. OK, on se comprend bien. Ouais. Nos faits sont bons. Non, mais pas l'Avalanche, vraiment les Nordiques. Oui, alors, ça, je l'ai sur le cœur, ça fait longtemps. Et si on continue, je vais vous dire que le but d'Alain Côté était bon, mais c'est une autre table éditoriale une autre fois. Alors, c'est tout le temps qu'on avait. Jeanne Corriveau, merci beaucoup. Merci. Balarama Holness, merci de votre présence et bonne fin de campagne. Merci.